On nous dit souvent que le temps s'accélère. Mais chez nous, le temps ne fait pas qu'accélérer. Il nous bouscule, il nous presse. Regardez autour de vous, il y a cette frénésie, cette urgence. Nous sommes les enfants d'un continent qui a, dit-on, du retard à rattraper. Alors nous courons. Nous nous acharnons au travail, non pas par ennui, mais par nécessité. Parce que la pauvreté ne laisse pas de répit. Parce que la mondialisation est une arène impitoyable, où les faibles n'ont pas de place. Il faut bâtir, il faut produire, il faut réussir pour exister aux yeux du monde. C'est une lutte noble, une lutte pour la dignité. Mais dans ce vacarme du développement à tout prix, dans cette course effrénée vers la croissance, une question silencieuse se pose parfois, le soir, quand la fatigue retombe. Avons-nous changé la nature même de l'effort ? Nos ancêtres travaillaient la terre sous un soleil de plomb. Ils forgeaient le fer, ils bâtissaient des empires, ils connaissaient la sueur. Mais connaissaient-ils cette angoisse ? Que pensaient-ils, eux, de la réussite avant que celle-ci ne se mesure qu'en dollars ou en gratte-ciel ? Aujourd'hui, dans Écho de nos terres, nous allons tenter de réconcilier ces deux mondes, l'impératif de notre développement économique et la sagesse de notre héritage social. Comment travailler dur sans perdre notre âme ? Pour comprendre ce que nous avons peut-être perdu en chemin, il faut revenir à la source. Il faut observer comment l'Africain d'autrefois abordait la matière. Il est facile de croire, avec nos yeux modernes, habitués aux statistiques et aux courbes de croissance, que le travail de nos ancêtres n'était que labeur. Une lutte primitive pour manger et se vêtir. C'est une erreur. Si la survie était l'objectif, la méthode, elle, touchait au sacré. Il existe un miroir magnifique pour observer cette réalité. C'est le roman L'Enfant Noir de Kamara Lai. Rappelez-vous de la scène où le père, forgeron, s'apprête à travailler l'or. Ce moment n'a rien d'une transaction commerciale banale. Le père ne se contente pas de fondre un métal pour un client pressé. Non. Il se purifie le corps aux aurores. Il s'installe avec gravité. Et surtout, il ne travaille pas seul. Le griot est là. Le griot chante les louanges du forgeron. Il chante la noblesse de sa lignée. Il rythme chaque coup de marteau par la parole. Pourquoi ? Parce que pour nos ancêtres, le travail n'était pas séparé de l'esprit. On ne gagnait pas sa vie, on la sculptait. L'or ne brille que si l'âme de l'artisan est pure. La terre ne donne ses fruits que si le cultivateur la respecte. Il y avait cette fusion totale entre l'ouvrier et son œuvre. L'ambition n'était pas d'accumuler le plus d'or possible dans un coffre, mais d'atteindre l'excellence dans le geste, de devenir digne de la matière qu'on transformait. C'est là que la rupture est brutale. Aujourd'hui, la mondialisation nous a imposé une autre vérité, plus froide, plus mathématique. Nous sommes souvent devenus des maillons, des exécutants. Nous travaillons pour un salaire qui tombe à la fin du mois, parfois sans jamais voir le fruit final de nos efforts. Le lien est coupé. Nous avons gagné en productivité, c'est indéniable. C'est nécessaire pour sortir nos pays de la précarité. Mais nous avons peut-être accepté, sans le savoir, une forme de divorce intérieur. Nous avons appris à faire, mais avons-nous oublié comment être dans notre travail ? Parlons maintenant de l'ambition. Si je vous demande de visualiser la réussite aujourd'hui, quelle image vous vient en tête ? Probablement une ascension, monter les échelons, s'élever au-dessus de la mêlée. Le mythe du self-made man nous a conquis. L'idée qu'un homme peut se bâtir seul, par sa seule volonté, et jouir seul du fruit de son labeur, protégé par les hauts murs de sa propriété. C'est une ambition verticale, une tour de verre qui cherche à toucher le ciel en oubliant le sol. Mais pour nos ancêtres, cette image aurait été une aberration, voire une folie. Dans la pensée traditionnelle, la réussite n'était pas verticale, elle était horizontale. Elle était une extension. On ne cherchait pas à devenir une tour, mais un baobab. Et la valeur d'un baobab ne se mesure pas à sa hauteur, mais à la surface d'ombre qu'il peut offrir aux autres. Être riche, avant l'argent roi, ce n'était pas avoir, c'était donner. Un homme puissant était un homme qui avait beaucoup de dépendants.
Sa banque, c'était les relations humaines qu'il avait tissées. Son épargne, c'était la gratitude de ceux qui l'avaient aidé. Manger seul, réussir seul, c'était suspect. C'était le signe d'une âme malade, ou pire, d'un sorcier. Et c'est ici que le bât blesse pour notre génération. C'est ici que se joue notre déchirure. D'un côté, l'économie mondiale nous crie « accumule, investis, épargne pour grandir ». De l'autre, la voix de nos pères murmure « partage ». N'oublie pas d'où tu viens. Si tu montes, tout le village doit monter. C'est un dilemme terrible. Comment bâtir des empires économiques puissants, capables de rivaliser avec l'Occident ou l'Asie, si chaque bénéfice doit être immédiatement redistribué pour aider la tante malade ou le cousin au chômage? L'ambition de nos ancêtres était belle. Elle était un filet de sécurité sociale avant l'heure. Mais aujourd'hui, face à la brutalité du capitalisme, cette solidarité est-elle devenue un frein ou reste-t-elle notre plus grande force? C'est ici que notre promenade mentale doit se faire plus lucide. Il serait confortable de rester dans la nostalgie d'une Afrique solidaire et parfaite. Mais nous nous sommes promis d'analyser, pas de rêver. Ce modèle communautaire, si beau soit-il, avait un revers sombre. Une ombre que nous traînons encore aujourd'hui. C'était la dictature de la moyenne. Dans un monde où la survie du groupe primait sur tout, l'ambition individuelle était tolérée tant qu'elle servait immédiatement le clan. Mais dès qu'elle devenait trop visible, trop personnelle, elle devenait suspecte. Il y a un proverbe qui circule sur nos terres. Le clou qui dépasse appelle le marteau. Autrefois, l'accusation de sorcellerie servait souvent de régulateur social. Elle visait celui qui réussissait trop vite ou différemment. C'était une manière inconsciente de dire « Reste avec nous, ne t'élève pas trop haut, tu pourrais nous faire de l'ombre ». Aujourd'hui, la sorcellerie a changé de visage. Elle s'appelle la pression familiale. Elle s'appelle la jalousie systémique. Elle s'appelle le syndrome du crabe. Quand l'un tente de sortir du panier, les autres le tirent vers le bas. C'est le piège tragique de nos économies. Pour construire des industries, pour innover, pour sortir nos pays de la pauvreté, nous avons besoin d'individus qui accumulent du capital, qui prennent des risques fous, qui s'isolent parfois pour créer. L'ancien système était conçu pour que personne ne meure de faim. Il n'était pas conçu pour que nous bâtissions des géants. Alors, que devons-nous avoir le courage de rejeter? Peut-être cette culpabilité toxique, celle qui nous murmure que s'émanciper, c'est trahir. Nous devons comprendre que l'accumulation n'est pas forcément de l'égoïsme. Parfois, il faut savoir fermer sa porte pour mieux construire la maison qui accueillera tout le monde demain. Au terme de cette traversée, une chose est certaine. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous ne retournerons pas tous à la forge de Kamaralai. Nos pays ont faim de développement. Nous avons besoin d'usines, de technologies, de capitaux. Nous avons besoin de cette ambition verticale pour briser le cycle de la pauvreté. Mais nous ne sommes pas obligés de devenir des loups pour autant. La véritable réussite, pour nous, enfants de ces terres, réside peut-être dans une troisième voie, une voie hybride. Appelons-la la productivité enracinée. C'est avoir la discipline de faire du monde moderne, l'épargne, la rigueur, l'efficacité. Mais c'est garder le pourquoi de nos ancêtres. Ce qu'ils nous ont légué, ce n'est pas le refus du progrès, c'est la noblesse de l'intention. Pour le forgeron de Kamaralai, le métal n'était pas une fin, c'était un moyen de servir la communauté et d'honorer les dieux. C'est cela que nous devons récupérer. Ne culpabilisez pas de vouloir réussir financièrement. Soyez des capitalistes le jour, soyez féroces dans l'effort, bâtissez la puissance économique de ce continent, car personne ne le fera à notre place. Mais utilisez la sagesse ancienne comme une boussole morale. L'argent est un excellent serviteur, mais un bien mauvais maître. Nos ancêtres le savaient. Si vous accumulez, que ce ne soit pas pour combler un vide narcissique, comme le dicte l'Occident moderne. Que ce soit pour devenir ce refuge, ce toit, ce baobab. Le pourquoi ancestral, c'est de se rappeler que l'économie doit servir le vivant, et non l'inverse. C'est ce qui nous empêchera, dans cette course folle vers le développement, de devenir des machines riches, mais des hommes vides. Réussir, pour nous,
ce sera d'avoir les poches pleines du monde moderne, mais le cœur ancré dans la terre ancienne. C'était Écho de notaire. Si cette réflexion a fait vibrer quelque chose en vous, si elle vous aide à naviguer vos propres ambitions, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi, pour vous, aujourd'hui, pour qui ou pourquoi courez-vous vraiment ? À très bientôt.